Salut à tous. Nous sommes dans le chapitre de probabilité, les lois continues. Et dans cette vidéo, je vais expliquer le paragraphe 5 qui concerne la loi normale d'espérance mu et des cas types sigma. Elle est notée n, majuscule, et entre parenthèses, mu sigma carré. Alors ici, je répète bien, mu désignera l'espérance de la loi et sigma l'écart type. On a vu dans le paragraphe précédent la loi normale centrée réduite, je ne reviens pas là-dessus, qui avait comme espérance d'ailleurs 0 et comme écart type 1. Alors j'y vais, petit 1, définition. Dire que la variable aléatoire x suit la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, ça signifie par définition que la variable aléatoire z égale à x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc en gros, par définition, la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, elle provient de la loi normale centrée réduite. C'est une conséquence. Autrement dit, pour calculer les probabilités quand x suit la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, on peut faire le changement de variable pour introduire la variable z et faire les calculs de probabilité avec la loi normale centrée réduite pour z. Voilà. Bon, ceci étant, tout ce que j'ai dit, c'est très abstrait. Alors on va essayer de mettre un peu de concret dans tout ça et de voir l'importance de cette loi, de la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Et pour ça, je vous présente le croquis suivant. Ça permettra d'être un peu plus clair et surtout d'être un peu plus concret. Vous voyez à l'écran deux courbes de Gauss, une bleue et une rouge. La courbe bleue, vous la connaissez déjà, c'est la représentation graphique de la fonction de densité d'une loi normale centrée réduite. De la loi normale centrée réduite. On l'a étudié, cette courbe bleue. Voilà. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, on l'a vu. La courbe rouge, c'est la représentation graphique d'une variable qui va suivre la loi normale de paramètres mu sigma. C'est aussi une courbe de Gauss, et cette courbe, elle est aussi symétrique, mais non pas par rapport à l'axe des ordonnées, mais par rapport à un axe. Donc je vais le mettre, et il va bien falloir comprendre cette courbe et le lien avec les paramètres de cette loi-là. Donc voilà, je note la loi, on a la fonction. Alors, la courbe rouge, c'est la représentation graphique d'une fonction de densité. Donc, l'aire de la surface ici, qui est un peu rosée, elle vaut 1. La surface totale, ça vaut 1. La différence entre la courbe bleue et la courbe rouge, c'est que vous voyez bien, elle est décalée. Je ne vais pas me répéter. La courbe bleue est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La courbe rouge, elle est symétrique, mais par rapport à une parallèle. Alors, première chose à comprendre, c'est l'importance de l'espérance, c'est l'importance de mu. Mu, l'espérance, c'est la moyenne en quelque sorte. C'est la moyenne espérée. Ici, graphiquement, c'est tout simplement l'endroit où se trouve l'axe de symétrie de cette courbe-là. En gros, mu, c'est en rapport avec la droite d'équation x est égal mu. Voilà. Le mu représente l'axe de symétrie de la courbe correspondant à la base normale de paramètre mu sigma. Donc, ce qui veut dire que si mu augmente, la courbe va être décalée vers la droite. Si mu diminue, elle va être décalée vers la gauche. Donc, première grande explication, en tout cas, à comprendre, c'est l'importance de mu. Mu, ça correspond à l'axe de symétrie. C'est pas bien compliqué. Le sigma, cette fois-ci. Alors, le sigma, graphiquement, je vais avoir du mal à vous le montrer ici. Le sigma, c'est l'écart type. Alors, je vais faire le parallèle avec les statistiques parce qu'il y a des similitudes. C'est quoi l'écart type en statistique? Je vous rappelle, l'écart type, c'est une mesure de dispersion. L'écart type, ça sert à savoir si la série statistique est homogène ou hétérogène. Et pour être un peu plus précis, plus l'écart type sera important et plus la série sera hétérogène, c'est-à-dire sera dispersée, c'est-à-dire s'étalera.
Et au contraire, plus l'écart type sera faible et plus la série sera homogène, c'est-à-dire que plus les valeurs seront regroupées autour de l'espérance. Je vais vous montrer un croquis sur GeoGebra où je vais faire varier tout ça, s'il veut bien s'afficher. Voilà, vous avez la même représentation graphique. Ici, graphiquement, vous pouvez lire l'espérance. L'espérance ici vaut 6. Mu vaut 6. J'ai fait en haut à gauche 3 curseurs. Un curseur pour mu, j'ai pas mis la lettre grecque, j'ai mis MU. Donc on voit bien que mu est à 6. Si je bouge l'espérance ici, si je diminue mu, ça va se décaler vers la gauche. Voilà. Si j'augmente mu, ça va se décaler vers la droite. Voilà. Donc ça, c'est facile à comprendre. Je vais le remettre à 6. Voilà. Maintenant, je vais bouger sigma. Et si vous me suivez, plus j'augmente sigma, plus la série statistique va être dispersée, ce qui, ici, en termes de probabilité, c'est-à-dire que plus la surface va s'étaler. Allez, j'y vais. Voilà, j'augmente sigma, et on voit que plus j'augmente sigma, et plus la surface s'étend à gauche et à droite. Voilà. Pas la surface grisée, hein, l'air total de la courbe. Vraiment l'air total de la courbe. Voilà. Alors il se passe même deux choses. Plus sigma augmente et plus la surface s'étale à gauche et à droite, mais plus le sommet diminue. Ça, comment dire, ça baisse, on va dire. La bosse diminue. Pourquoi? Il y a une explication très simple. Cette courbe-là représente une fonction de densité. Par définition, la fonction de densité, c'est une fonction continue, positive, et telle que l'intégrale de f de t dt sur l'ensemble de définitions, ben ici ce serait sur R tout entier, soit égal à 1, je vous le rappelle. Graphiquement, ça veut dire une fonction de densité, c'est telle que l'aire de la surface totale ici, entre l'axe des abscisses et la courbe rouge, cette aire-là doit toujours valoir 1. Eh bien, si la surface s'étale vers les extrémités à gauche et à droite, pour que l'air reste constant et reste égal à 1, il faut évidemment que le sommet diminue. Voilà, il y a, comment dire, ça transvase, ça transfère. Je vais diminuer sigma maintenant. Donc j'ai diminué l'écart type. Et je me répète, en statistique, plus l'écart type est faible et plus la série va être homogène, c'est-à-dire regroupée autour de la moyenne, de l'espérance. Et bien regardez, plus l'écart type diminue et plus les taux se resserrent, j'ai envie de dire, plus la courbe se resserre autour de l'espérance. Voilà. Mais évidemment, plus ça se resserre, et plus le sommet doit augmenter pour que l'aire totale soit égale à 1. Voilà, là j'ai un écart type extrêmement faible. Voilà. Donc c'est vraiment un peu avec l'inverse du sommet. Hein. Plus l'écart type est faible et plus le sommet augmente. Voilà, c'est l'inverse. Allez, je augmente l'écart type, c'est-à-dire que je disperse ma série, elle s'écarte, et donc le sommet diminue. Voilà, ça c'est important. Alors, la valeur de l'écart type, je vais mettre la valeur à 0,9. Voilà. On a du mal à le lire directement sur la courbe, hein. C'est difficile ici. Contrairement à l'espérance, où là l'espérance, on le voit tout de suite, l'espérance vaut 6. Là, l'écart type, on a du mal à le lire, c'est pas direct. Vous avez peut-être remarqué, quand j'ai fait toutes mes manips ici, que la courbe bleue qu'on devine, hein, à peine, je vous la montre, la courbe bleue, qui correspond à la loi normale sont très réduite, elle n'a jamais bougé. Ah oui, elle n'a jamais bougé. Pourtant, j'ai déplacé mu, j'ai déplacé sigma. Mais si je reprends ma définition, la variable z ici, par définition, c'est x moins mu sur sigma. Mu et sigma peuvent varier. Par contre, z ne variera pas dans le sens où elle suivra toujours la loi normale sont très réduite. Voilà. Alors, petit 2, propriété. Il y a trois valeurs à connaître. Soit x, une variable aléatoire suivant la loi normale, n, u, sigma carré. Un petit détail, le carré, c'est vraiment une notation. Il faut juste comprendre la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Alors, la probabilité que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma, faut connaître la valeur, ou la retrouver, ou savoir si elle existe, si on ne la connaît pas. On est soit en statistique ou en probabilité, on n'est pas obligé de tout savoir non plus. Bon, il faut la connaître, c'est 0,68. Allez, je vais mettre 3, si vous voulez 3 chiffres. Voilà, la probabilité que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est 0,68. Je vous donne les deux autres valeurs. La probabilité que x soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est 0,95.
95% en fait. Il y a un 4 derrière. Et puis le dernier, donc probabilité que x entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est 0,99, il y a même un 7 derrière. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de retenir la 3 décimales, les deux déjà, c'est pas mal. Alors, il faut, bon, bien sûr, connaître ces valeurs-là, c'est l'idéal, mais il faut surtout les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je reprends ma courbe de Gauss rouge, celle qui est en rapport avec la loi normale de paramètre mu sigma. Voilà. Le mu, c'est toujours l'axe de symétrie, donc je vais le remettre, mais en plus petit pour me laisser de la place. Le mu, il est là. C'est quoi la probabilité que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma? Ben, ça correspond à ça. Je mets mu et je retire sigma, mu et je rajoute sigma. Sigma, c'est un nombre positif, hein. Donc ça donne un intervalle ici qui est centré, enfin centré, je n'ai pas trop bien fait, il doit être centré autour de mu. Voilà, donc c'est cet intervalle-là. Voilà, là c'est l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma. Et bien si je fais l'aire de cette surface-là, je vais vous faire la surface, qui est symétrique par rapport à l'axe x est égal mu, si je vous colorie cette surface-là en vert, voilà, et ben le cours me dit que l'aire de cette surface vaut environ 0,68. Voilà, bon, je ne colorie pas entièrement, je ne vais pas y passer une heure. Allez, cette aire-là, d'après le cours, ça vaut 0,68, 0,683. Voilà. Si maintenant j'élargis, je veux du mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Alors je vais pas trop avoir la place. Allez, je vais le mettre ici. J'ai mu moins 2 sigma, j'élargis de chaque côté, mu plus 2 sigma, ça reste symétrique. Voilà. Et bien l'aire de la surface, de la nouvelle surface, allez, je vais la faire en noir cette fois-ci, ou en foncé. Allez, voilà. Et bien l'aire de cette surface-là, voilà, j'écarte tout, donc elle englobe évidemment la surface verte. Et bien là, cette aire-là vaut 95%, 0,95. 0,80, 0,954. Voilà, bon. Hop, ça fait pas très joli. J'espère que vous m'avez compris, ça fait 0,954. Et puis la probabilité que x entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, en gros j'élargis encore mon intervalle symétrique. Donc évidemment je vais avoir une surface un peu plus importante, donc une aire plus grande, et bien cette probabilité-là, cette aire-là vaudra 0,99 d'après le cours. Voilà. Alors, elles sont surtout intéressantes, ces deux valeurs, le 0,95 et le 0,99, parce qu'en termes statistiques, bah, ça me permet de m'intéresser à 95% d'une population, et puis l'autre à 99% d'une population. Voilà. Les 99% de la population, ils sont entre quoi et quoi? Et bien la réponse, je l'ai ici en statistique. En probabilité, c'est similaire. J'avance dans le cours. Petit 3, quelques exercices comme exemple. Je ne ferai que le premier dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour faire le 2. Exercice 1, bah cet exercice c'est pour savoir comment calculer des probabilités quand x suit une loi normale de paramètre mu sigma. Et là c'est hyper simple parce que comme la loi normale sont très réduites, si on veut les calculer à la main d'une manière exacte, c'est trop dur. C'est trop dur et il me faut une fonction de densité que je ne vous ai pas donnée, que vous pourriez récupérer d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est dans le livre ou sur Internet, vous pouvez récupérer la fonction de densité. Bon, elle est compliquée et surtout on ne sait pas calculer de primitive de cette fonction, donc on ne peut pas calculer des probabilités avec des intégrales. Mais bonne nouvelle, pour calculer les probabilités, on va utiliser la calculatrice. Voilà, alors on y va. L'exercice 1. On suppose que la variable x associant à une vache d'un cheptel sa production laitière annuelle suit une loi normale de paramètre mu sigma qu'on nous donne. Donc ça c'est bien, on nous donne l'espérance, on nous donne l'écart type. Première question, quelle est la proba qu'une vache prélevée au hasard produise annuellement entre 5900 litres et 6100 litres de lait? En gros, on nous demande ça. Voilà. Sachant que x suit la loi normale de paramètre mu sigma, on connaît tout, et bien calculatrice directe.
Allez, je vous montre la manip. Je la fais sur TI, sur Casio, c'est à peu près similaire. Je vous rappelle que j'ai mis un poly dans le drive pour vous donner toutes ces infos. Vous tapez sur seconde var pour aller dans distribution. Voilà, faites seconde var, vous retrouvez les distributions. Il y a le premier normal FDP, je vous le rappelle, c'est pour calculer des images avec les fonctions de densité. C'est pas pour calculer des probas, ça, donc ça ne nous intéresse pas. On va au deuxième normal FREP, comme la loi normale centrée réduite, hein, je l'ai déjà dit, on l'a déjà fait. Donc on va au deuxième. Et là, vous complétez, c'est pas compliqué. Donc on avait dit 5009 pour la borne inférieure, 5900 litres, 6100. Et là où ça va changer par rapport à la loi normale centrée réduite, bah, c'est les mu et sigma. Alors, l'espérance et la moyenne, c'est 6000, si je reprends l'énoncé. Sigma, c'est 100. Voilà, je revérifie quand même. Je me rends compte que quand je fais des vidéos, des fois je fais des petites coquilles. Bon, ça ne change pas mes explications, vous me comprenez. Allez, et puis entrée, c'est bon, j'ai bien entrée. Allez, coller. Donc je descends, coller. J'appuie sur entrée et j'ai le résultat et ça me donne à peu près 0,68. Voilà, allez, ça fait 0,68. Ici, voilà, c'est facile avec la calculatrice. Certains ont même remarqué pendant que je parlais que, en fait, on est dans ce cas-là. Ah oui, 5009, c'est 6000. Ah non, pardon, j'ai dit des bêtises. Non, sigma vaut 400. Donc je me suis trompé, pardon. Ah bah voilà, il fallait bien que je me trompe. C'est pas 100 sigma, pardon. J'avais une idée, je voulais l'avoir jusqu'au bout. Alors je recommence. Seconde, distribution. Allez, je me suis trompé pour sigma. J'arrive pas à faire une vidéo sans faire une seule erreur, c'est incroyable ça. 400, voilà, collé. Et en fait, c'est 0,19. Voilà, 0,19. Bon, vous avez compris le principe quand même. Allez, je reprends 0,19. Et donc, je retire ce que j'ai dit, c'est pas du tout la première formule. Non. Si sigma avait valu 100, ouais, j'aurais pu le faire sans calculatrice. Allez, deuxième proba, calculer la probabilité que la vache produise moins de 5500 litres. Eh bien, c'est simple, on retranscrit cette proba. Pardon, je mets dans ce sens-là, x inférieur à 5600, à 5500, voilà. Calculatrice, allez, toc, seconde, var, le deuxième, borne minimum. Alors comme la loi normale centrale réduite, comme c'est inférieur à 5500, vous mettez de moins l'infini à 5500. Alors attention, là volontairement, on peut faire aussi autrement, je vais y revenir. Si vous voulez mettre moins l'infini, je vous rappelle, vous mettez un nombre très grand, mais avec un signe moins devant. Vous mettez moins 1 fois 10, donc avec la touche virgule EE. Voilà, 99. Ça veut dire moins l'infini. Et vous mettez 5500 à droite. Et puis vous mettez l'espérance et l'écart type, là c'est déjà mis. Donc voilà, là vous aurez le résultat. Sauf que, et là je suis d'accord avec vous, une vache, ça produit quand même du lait. Ou au pire, ça ne produit rien. Mais ça ne peut pas produire moins 1 fois 10 puissance 99 lait. Donc la logique ici voudrait qu'on mette 0. Je vais quand même laisser ça comme ça, pour voir ce que j'ai. J'ai 0,10, 0,1056. Maintenant, je vais le faire la même chose, mais je ne vais pas mettre moins l'infini. Je vais mettre 0, ce qui serait logique, il faudrait mettre 0 ici. Donc on y va, coller, tout ça, ça ne change pas. Encore. Eh ben on retrouve le même résultat. Enfin, le même résultat. Ces deux valeurs, normalement, sont différentes. Elles sont différentes, mais elles sont tellement proches que même la calculatrice n'arrive pas à voir la différence. Voilà, elles sont vraiment extrêmement proches. Normal, la courbe de chaque côté se resserre très très vite. Donc, le moins 1 fois 10 puissance 99 serait logiquement une petite maladresse de ma part, mais qui n'a pas d'incidence au niveau du calcul. J'ai bien 0,1056. Voilà, donc 0,1056, hop, toc, toc. Allez, je le mets ici, 0,1056, 0,106. Allez. Dernier proba, plus de 6250.
Eh bien, allez, c'est ça qu'on cherche. Voilà, égal. Et bien, allez, calculatrice aussi. Donc, je vais effacer tout. Seconde, distrib. Le deuxième. La borne minimum, cette fois-ci, c'est 6250. Donc, on clique. Voilà. La borne supérieure, bah, on va mettre plus l'infini. Bah, normalement, ça va jusque plus l'infini. Mais comme je peux pas, bah, je vais mettre un nombre extrêmement grand. Voilà. Les paramètres ne changent pas, on est toujours dans le même exercice. Voilà. Alors là aussi, il y a une petite discussion. Une vache, elle a peut-être une limite génétique de production de lait. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, on a 0, 26, 59. Bon, je vous laisse arrondir comme il faut. Allez, 0, 26, 59, 0, 266. Et si on suppose que la vache, elle ne peut pas produire plus de temps? Allez, je refais tout, je ne vais pas mettre plus l'infini ici, ou je ne vais pas mettre 1 fois 10 puissance 99. Mettons que la vache, elle ne peut pas produire plus de, je sais pas, 20 000 litres de lait. Allez, je vais mettre 20 000. Ce sera un peu plus logique. Est-ce que ça va changer les valeurs d'une manière conséquente? Pas du tout. On voit même pas de différence au niveau des décimales, tellement c'est proche. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pour calculer les probabilités. Quand on a l'espérance et l'écart type, c'est facile, c'est la calculatrice. Deuxième question, donner un intervalle centré sur mu qui contient la production annuelle de lait d'une vache de ce cheptel avec une probabilité d'environ 0,95. Bon, en gros, on veut trouver un, je vais appeler un T, allez, ou un N, allez, un petit N. On veut trouver un petit N tel que P de X entre mu moins N et mu plus N soit égal à 0,95. On veut, voilà, comme ceci. On veut trouver un intervalle centré autour de mu tel que la probabilité que x soit dans cet intervalle soit de 0,95. Donc on veut trouver n tel que la probabilité que x entre mu moins n et mu plus n soit égale à 0,95. Ah ben 0,95, là c'est la question de cours. Je voulais aller trop vite tout à l'heure. Là on y est dans cette question de cours. On est dans la deuxième formule. Ça veut dire que le n, bon on l'a tout de suite, en fait c'est 2 sigma. Donc je vais remplacer n tout de suite et le cours me dit qu'en fait le n c'est 2 sigma. Voilà, la question est rapide. Donc sigma, ça veut dire que ça veut dire comme sigma vaut 400, 2 sigma vaut 800. Allez, j'ai pas la place de le mettre, mais l'intervalle, je vais l'appeler I, l'intervalle qui répond à la question 2, ben, ça va être quoi? Ça va être mu moins 2 sigma, c'est-à-dire 6000 moins 2 fois 400, on est à 5200, hein, c'est 6000 moins 800. Et mu plus 2 sigma, 6000 plus 800, 6800. On est bien centré autour de 6000, autour de mu. C'est bon. Voilà. Alors évidemment, si j'avais pas eu 0,95, mais un 0, moi je sais pas, 32, là, je pouvais pas le faire. Il fallait le faire autrement. Troisième et dernière question pour cet exercice. Quel niveau de production annuelle de lait une vache prise au hasard dans le cheptel dépassera-t-elle avec une proba égale à 0,2? Donc on veut un niveau, donc je vais l'appeler N. Allez, soit N, le niveau de production annuelle de lait répondant à la question. Je retranscris un peu l'énoncé. On a une probabilité qui vaut 0,2. Alors c'est la probabilité de quoi qui vaut 0,2? C'est la probabilité qu'une vache prise au hasard ait une production de lait qui dépasse justement N. En gros, c'est P de X supérieur à N. On veut trouver N tel que P de X supérieur à N soit égal à 0,2. Ça répond bien à la question. En tout cas, j'ai bien retranscrit la question. Alors là, pour le faire, je vais aussi utiliser la calculatrice. Heureusement d'ailleurs, je vais utiliser la calculatrice, mais la manip va être un peu différente. C'est pas une proba que je veux trouver, c'est l'inverse. On me donne la proba et je veux retrouver l'intervalle en fait, ou la borne qui correspond à ça. Eh ben, je vais prendre la calculatrice. Je vais appuyer sur seconde distribution, ça ne change pas. Donc je reprends toutes mes distributions, j'appuie sur seconde var, distribution. Mais je ne vais pas aller
au deuxième, mais au troisième. Et au troisième, je lis in ou if normal. En fait, ça veut dire inverse normal. Voilà, INV, c'est inverse, inverse normal. Bah, c'est exactement cet outil que je vais utiliser. Le 3 ici, c'est un outil qui me permet, à partir d'une probabilité, de retrouver un intervalle ou une valeur qui répond à la question. Donc, je clique sur le 3, il y a un menu qui s'affiche, et je remplis ça. Alors, l'aire, c'est la probabilité. Voilà, c'est l'aire de la surface, en fait. C'est l'aire de la surface en rapport avec la courbe de Gauss. C'est la probabilité, on veut une probabilité de 0,2, donc je marque 0,2. Mu sigma, bah, je mets, l'espérance était 6000. Sigma, c'est 400. Voilà. Et alors, on me demande quelle zone vous voulez trouver. Vous voulez trouver une zone à gauche, une zone centrée ou une zone qui se trouve à droite. Je vous remontre le croquis. Je vous fais la courbe de Gauss. J'ai besoin de schématiser. Je refais la courbe de Gauss. Voilà, j'efface tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Si je représente graphiquement la question, je vous la remontre, hein, on veut trouver n tel que p de x supérieur à n soit égal à 0,2. En gros, on veut trouver où placer n, je vais le mettre en rose, où placer n, pour que l'aire de la surface que je vais vous colorier en vert, pour que l'aire de cette surface-là soit égal à 0,2. Ça, c'est bien P de x supérieur à n. C'est donc une surface qui va se retrouver à droite. Voilà. Voilà, cette surface-là, eh ben, c'est P de x supérieur à n. Graphiquement, c'est ça. X supérieur à n, ça veut dire que x est à droite de n. Eh bien, la calculatrice va me donner n. Il faut juste que je lui dise que finalement, c'est une surface qui se trouve à droite. Donc, si je reprends la calculatrice, je vais cliquer sur droit, il y est déjà. Voilà, je vais cliquer sur droit parce que je veux une surface qui va vers la droite, c'est du supérieur. Donc quand j'ai du P de x supérieur, je clique sur surface qu'à droite. Voilà, je coche, je n'ai plus qu'à coller. Et ça me donne 6336,64. Et bien ça veut dire que le n, ici, il vaut, je vous laisserai rédiger évidemment, le n, il vaut 6336 et des poussières, 64, etc. 6336, pardon, 64. Voilà, c'est la calculatrice qui me le donne. Si je vous posais d'autres questions, si je vous demandais trouver le niveau de production de lait qu'une vache prise au hasard dans le cheptel dépassera-t-elle, ou plutôt tel que le niveau de lait ne dépasse pas tant. En gros, si je vous demande n tel que x soit inférieur à n est égal à 0, je sais pas moi, 4. Voilà. Si je vous demande n, vérifions ça. Ça veut dire que je vous demande n tel que l'aire de la surface, mais c'est une surface qui va être à gauche cette fois-ci, soit égale à 0,4. Et bien avec la calculatrice, il faut donc que je coche, je reprends mon menu à gauche. Non, je me trompe, j'ai mal coché. Voilà, inverse normal, le 3, inverse normal. Et cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, toc, il me peut me le faire. 3, voilà. Eh ben, je fais la borne de gauche. Je ne sais pas pourquoi il m'a supprimé. Bon, c'est un bug de l'ordinateur, excusez-moi. Eh ben, je cocherai la borne de gauche. Voilà. Pourquoi il me l'a supprimé, j'en sais rien. Allez, je toc, toc, toc. Bon, enfin, vous m'avez compris. Allez, je vais quitter tout, quitter. Je voudrais quand même bien que ça fonctionne. Distribution. Voilà, voilà. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, et bien voilà, vous cliquez à gauche. Voilà, si je reprends mon exemple que j'ai fait en rouge, il y en a un peu dans tous les sens. Trouvons n tel que p de x inférieur à n soit égal à 0,4. Je mets 0,4 pour l'air, c'est la probabilité. Je mets les paramètres, 6400. Et comme c'est du inférieur, je clique à gauche. Et si vous voulez un intervalle centré, c'est-à-dire si vous voulez trouver deux nombres a et b tels que x entre a et b est égal à 0,5, et ben vous cliquez sur centrer. Voilà, bon, essayez.
Donc voilà, gauche si vous voulez trouver P de x inférieur, droite si vous voulez P de x supérieur, et centré si vous voulez P de x entre un nombre et un nombre. Voilà. Certaines calculatrices n'ont pas cette option. Là, sur la TI, elle est bien parce que vous pouvez faire intervalle de gauche, donc vous pouvez faire inférieur, supérieur ou centré. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez faire comme l'air va vers la gauche ou comme l'air va vers la droite ou quand c'est centré. Il y a des calculatrices, peut-être la Casio n'a pas ça, en tout cas certains modèles. Et bien dans ce cas-là, on est obligé de ruser, vous passez par l'événement contraire. Voilà. Si vous ne l'avez pas par défaut, c'est ça pour pratiquement toutes les calculatrices. Il n'y a pas cette option. Mais par contre, si vous voulez faire la question 3, ici, le P de x supérieur à n, avant d'utiliser la calculatrice, vous passez par l'événement contraire. Vous remplacez ça par 1 moins P de x inférieur à n. Il y a quelques lignes de calcul à faire. Et vous retrouvez. Voilà. Excusez-moi pour ces confusions à la fin et cette calculatrice. Je ferai l'exercice 2 parce qu'il est un peu plus conséquent dans la vidéo suivante. Je termine juste cette vidéo en vous montrant quand même des applications concrètes. Pourquoi cette loi, elle est importante? Parce que vraiment, dans la vie concrète, il y a beaucoup d'études statistiques qui peuvent se modéliser par cette courbe-là, c'est-à-dire par une loi normale. Je vous montre quelques croquis. Allez, un croquis qui répartit une population suivant le QI de chaque individu. Alors l'étude ici, c'est vraiment un croquis. Mais si on faisait une étude très sérieuse, ça ressemblerait à ça. On voit qu'il y a une immense majorité qui sont entre 85 et 115, que la moyenne ici serait de 100, ce serait donc l'espérance en probabilité. On voit une symétrie, puis on voit que de chaque côté, ça se rétrécit très vite, qu'il y en a une petite partie qui sont en deçà de 70, une autre au-delà de 130. Voilà. J'ai pris le QI, mais si on s'intéressait à la taille d'une population, à la taille d'un homme, d'une population, de femmes, on y aurait des similitudes. Ici, c'est la distribution des poids à la naissance. Ils ont pesé les nouveau-nés, un certain nombre, on ne sait pas combien, l'étude est vite faite ici. Ils ont noté, ils ont fait l'histogramme. On se rend compte que l'histogramme, quand même, ou que derrière l'histogramme, il y a une courbe de Gauss qui se cache, qui se dessine. On devine une courbe de Gauss. Donc, si j'étais en proba, il y a peut-être une loi normale qui permettrait de modéliser ça. Donc, il y a vraiment plein de situations dans plein de domaines où on retrouve une symétrie dans les histogrammes. Donc, une modélisation par une courbe de Gauss, c'est-à-dire une loi normale. Voilà. Pas toujours, mais souvent. Un peu d'actualité. Le Covid-19. Bon, on est en plein dedans, donc autant en parler. Voici un site ici qui note un peu les résultats dans différents pays, les différents cas. Voilà, donc il y a plein de sites. Attention, là, il faut faire preuve de prudence, ne pas trop s'avancer. Donc, j'ai pris ce site-là. Je ne sais pas sa fiabilité, il faut voir. Je ne suis pas allé voir toutes les sources. Donc, restons prudents. Mais ce qui m'intéresse et ce que je vais vous montrer, c'est surtout le graphique qui se trouve en bas et à droite. L'histogramme. Alors, les rectangles sont tellement rapprochés que tout est confondu, mais c'est bien un histogramme. Alors ici, je précise bien, c'est pour l'Italie. Cet histogramme en bas à droite, en tout petit, en jaune, vous avez sur l'axe des abscisses le temps, les jours. Bon, ici, vous ne voyez que les mois, mais si je grossissais, on aurait les jours. Et sur l'axe des ordonnées, en hauteur, vous avez les cas, les nouveaux cas journaliers. Donc voilà un histogramme qui donne l'évolution des cas jour après jour, des cas journaliers. Voilà. Donc à la va-vite comme ça, on peut dire que vers le 10-11 mars à peu près, il y a eu une pointe et il y a eu entre 6000 et 7000 nouveaux cas en Italie. Voilà. Je dis bien des cas, pas des décès, heureusement. Ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a une légère symétrie. Je dis bien légère, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais il y a quand même une légère symétrie. Et on pourrait modéliser cet histogramme avec une courbe en cloche. Un peu déformée, je le reconnais, mais il y aura une courbe de Gauss, une courbe en cloche. Donc, et je vais parler au conditionnel, l'évolution de l'épidémie en Italie
semblerait suivre une loi normale. Je dis bien que semblerait, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Mais on pourrait en tout cas donner une approximation de cette évolution par une loi normale. Là, je suis un peu plus juste. On pourrait donner une approximation. Et donc, si j'étais en probabilité, parce que là, c'est des stats hein, que je donne, enfin que je montre, mais si j'étais en probabilité, ben, je vous dis, nous sommes au début de l'année 2020, en janvier, j'appelle X, je suis italien, j'appelle X la variable aléatoire qui me donnera le temps qui correspond au temps où je tomberai malade. Ouais, bon, je dis ça. Eh ben, la probabilité que je tombe malade le 13 mars, c'est la probabilité la plus forte. En tout cas, si je modélise ça par une loi normale, je pourrais calculer les probabilités que je tombe malade le 13 mars, le 20 avril, fin mai, etc. Ou que je ne tombe pas malade du tout d'ailleurs. Voilà. Donc on pourrait modéliser ça et en probabilité, si j'appelle X le jour où je tombe malade, quelle est la probabilité que je tombe malade le 13 mars? Eh ben, l'histogramme, je le modélise par une courbe de Gauss, donc je trouve la loi normale qui correspond à ça, et je peux faire les calculs de probabilité avec ça. Voilà. Je simplifie à l'extrême, c'est évidemment bien plus compliqué que ça. Je vous montre l'Espagne, après tout on peut dire que pour les pays ça change. Ben, regardez l'Espagne, il y a quand même des similitudes flagrantes. Alors la courbe a changé, hein, ça a changé, en plus il y a des irrégularités, mais si on retire un peu les irrégularités, les exceptions peut-être, on peut soupçonner quand même un axe de symétrie et une courbe de Gauss. Voilà. Alors pourquoi les irrégularités? Bah, peut-être que ça vient de la fiabilité des chiffres, parce que c'est compliqué. Voilà, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. En plus, c'est pas tout à fait une loi normale, faut être honnête non plus. C'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je peux dire? L'Allemagne, évidemment. Intéressant parce qu'on sait que l'évolution de l'épidémie en Allemagne n'est pas la même qu'en France ni qu'en Italie, donc en Espagne. Mais malgré tout, bon, on voit bien hein, une symétrie en Allemagne. Il y a une symétrie. J'ai parlé de la France, je ne l'ai pas montré. Alors bon, le problème c'est que là, l'échelle a complètement changé. Hein. Là, on a un pic à pratiquement 30 000 cas en une journée. Mais bon, allez, on pourrait quand même essayer de deviner une courbe de Gauss. C'est moins flagrant en France, mais si on changeait l'échelle, peut-être. L'Angleterre. Alors l'Angleterre, c'est intéressant. L'Angleterre, on sait hein, que c'est un peu plus tardif par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, par rapport à la France. Ceci dit, on voit une symétrie, on voit une courbe en cloche. Elle n'est pas finie, c'est tout. C'est plus flagrant pour les États-Unis. Ils sont plus en retard que nous, les États-Unis, au niveau de l'évolution de l'épidémie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? À mon avis, là, on est fin mai. Mais si je vous remontrais ça fin juin, fin août ou plutôt fin septembre, je suis sûr qu'on devinerait une courbe de cloche beaucoup plus complète. Là, elle n'est pas complète. Voilà. Allez. Euh, bon, allez, un dernier. Qu'est-ce que je peux montrer? L'Iran. Ah, l'Iran, par contre, là, non. Comme quoi, ça marche pas partout. Là, je peux pas dire que c'est symétrique. Là, il se passe quelque chose en Iran. C'est intéressant d'ailleurs. Mais là, je suis pas du tout ni médecin, ni génétique, ni épidémiologiste. Euh, bon, donc ce n'est pas quand même valable partout. Voilà. C'est pas valable partout. Et puis, encore une fois, l'Iran est peut-être un exemple de contre-exemple. Restons prudents face à tout ça. Restons prudents face à la fiabilité des chiffres, les chiffres qu'on nous donne. Je vais montrer la Chine. La Chine, c'est plus flagrant parce que la Chine a été précoce dans l'évolution de l'épidémie. Bon, mis à part une grosse barre ici qui sert d'anomalie, on devine quand même une courbe de Gauss, hein, et qui est plus vers la gauche. Bah, normal, puisque l'épidémie était plus précoce. Mais quand je dis restons prudents, on a entendu beaucoup d'erreurs en ce moment dites par les scientifiques. Beaucoup de plantage, on peut dire comme ça. Il y a eu des calculs qui ont mené à des erreurs. Il y a eu des erreurs. Pourquoi?
Bah, parce que c'est compliqué. Je vous donne un exemple de source d'erreur en mathématiques, puisqu'il y a des mathématiciens qui ont modélisé l'évolution de l'épidémie, et malgré tout qu'on fait des erreurs. Alors pourquoi? Il y a plein d'explications. Je vous en donne une. Les grands chercheurs, les mathématiciens entre autres, se sont basés sur des données pour faire leur modélisation. Mais si les données au départ ne sont pas bonnes, bah, la modélisation va être mauvaise. C'est peut-être ce qui se passe en Iran, je ne sais pas. Ou peut-être que parce qu'en Iran, je ne sais pas. Bref. Ce que je veux dire, c'est que en France, par exemple, on s'est basé sur un début d'épidémie en février, voire en janvier. Voilà, donc on a eu comme données des premiers cas en janvier-février. Donc on a fait les calculs à partir de ça. Or, maintenant, hein, nous sommes début juin, bah, on se rend compte qu'en fait, il y a eu des cas avant ça. Il y a eu des cas avant le mois de février, il y a même eu des cas avant le mois de janvier, il y en a peut-être eu au mois de décembre, en novembre, peut-être en octobre. Enfin, en tout cas, on commence à entendre qu'il y aurait eu des cas en décembre et en novembre. Ce qui veut dire que les données de départ, bah, ils n'ont pas été bons. Et donc, bah, les mathématiciens ou les grands scientifiques ont fait des calculs en partant de données fausses. Et forcément, ça a donné des conclusions erronées. Voilà. Notamment sur la vitesse de propagation de l'épidémie. On a cru que ça a été rapide. Elle a été rapide quand même, mais peut-être pas comme on l'avait calculé. Parce qu'on a cru au départ que les premiers cas étaient apparus qu'au mois de février ou fin janvier. Voilà, bon, je ne vais pas plus loin parce que je ne suis absolument pas expert. Voilà pour cette première vidéo.